Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour garder son calme en toutes circonstances en 2 étapes qui sont vraiment toutes simples et qui peuvent changer votre vie. Je fais ce sujet-là qui me tient à cœur aujourd'hui pour plein de raisons. Le tout premier, c'est que lorsqu'on est dans des relations qui sont toxiques, dans n'importe quel domaine, que ce soit au travail, en amitié, en amour, dans sa famille, on est forcément tenté de réagir. C'est-à-dire que notre caractère se forme par réaction plutôt que par action. Quelqu'un nous provoque en permanence, il nous titille sur les sujets sensibles, il appuie sur tous nos boutons rouges et bien sûr on finit par exploser. On s'en veut par la suite parce que finalement ça signifie qu'il a eu le pouvoir sur nous. Si tu arrives à te contrôler dans toutes ces circonstances, comme par exemple au travail, en amour, en amitié, qu'importe, tu vas retrouver plus de calme, tu seras moins facile à manipuler. On peut aussi dans la vie avoir une forme de sensibilité ou d'hypersensibilité, ce qui fait que parfois on réagit alors qu'on n'aurait pas dû réagir. Parce que lorsqu'on explose, on peut s'en vouloir quelques jours après et se dire mais pourquoi j'ai explosé? Pourquoi je me suis rendu ridicule aux yeux de tout le monde plutôt que d'arriver à me contrôler? Quelle que soit la situation, garder son calme est un atout sur Terre et on va en parler aujourd'hui. Vous allez voir que la méthode est extrêmement simple. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Je suis là pour ça. Toute la journée, des gens m'appellent. On tente de trouver ensemble des réponses et de leur rendre la vie beaucoup plus heureuse. Tous les liens sont juste en dessous. La toute première étape est vraiment extrêmement simple, ça consiste à identifier notre émotion. On est par exemple dans une soirée, en train de boire un café avec des amis, et tu sens que quelqu'un te titille un peu, quelqu'un est en train de t'énerver. Ça fait déjà quelques heures qu'il te cherche, en te faisant des remarques un peu bizarres, ça peut être un membre de ta famille ou juste un ami, et tu sens que ça commence à monter en toi. Plutôt que de rester spectateur et de se dire j'attends, je peux me contrôler, et puis finalement d'exploser, arrive à comprendre que là, on commence à arriver dans un terrain qui est une zone rouge, un peu comme dans la voiture. Tu appuies sur l'accélérateur, au début tu es dans le vert, et puis le moteur commence à surchauffer, tu es dans la zone rouge. Quand tu arrives dans cette zone rouge, arrête tout, fais juste un pas en arrière. Sors de la soirée, va te balader, change de pièce, dis que tu es occupé, que tu as quelque chose à faire, que tu as un coup de fil à passer. En tout cas, sors de cet endroit. Il y a quelque chose qui est toxique, qui est malsain. L'instinct premier de l'être humain, c'est la bataille. C'est un peu comme dans une cour de récréation pour enfants. Le petit garçon tire les couettes de la petite fille qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un coup de pied au petit garçon. Tu m'as fait mal aux cheveux, je te ferai mal à la jambe. Il y a quelque chose de très humain à ça. Tu m'as fait souffrir, je te ferai souffrir également. La première idée, c'est d'arriver à se dégager de ce système. Tu tentes de me faire souffrir parce que je suis plus fort, je ne chercherai pas à te faire du mal. Je vais juste sortir de l'équation et rester digne. Une autre règle à laquelle je m'astreins est de toujours laisser passer du temps. On a toujours tendance à se dire, allez, je vais respirer 30 secondes, faire un pas en arrière et je vais revenir parler à cette personne. Wow, 30 secondes, c'est vraiment très peu. Ça peut être aussi d'attendre 24 heures, on t'envoie un SMS qui est méchant, plutôt que de réagir de suite, de t'activer immédiatement, dire, je vais laisser passer 24 heures pour répondre à cet SMS, à cet email. Et si dans 24 heures, je pense la même chose, éventuellement, je lui en parlerai. Mais d'ici là, je vais laisser retomber mes émotions, jusqu'à trouver la bonne chose, le bon comportement à avoir. Laisser passer du temps, faire un pas en arrière sera toujours une bonne chose. C'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force. On va voir ensemble l'étape numéro 2 et après ça, je vous donnerai plein d'exemples différents pour que vous puissiez les appliquer à votre vie. Étape numéro 2, c'est comprendre que cette personne a la haine, cette personne t'embrouille, mais ce n'est pas contre toi spécifiquement. On a tous une forme d'imaginaire, une espèce de vision idéale de la vie. Dans ma vie idéale, dans ma propre vérité, les gens se comporteraient comme ci, seraient respectueux comme ça et diraient ce genre de phrases. Et du coup, si quelqu'un ne respecte pas ton imaginaire ou ta vision fantasmée de la vie, dans ce cas, tu t'énerves. Tu te dis, il le fait exprès pour me faire de la peine. On a donc tendance à vouloir mettre les gens dans notre vision imaginaire de la réalité. Sauf qu'en fait, par rapport à moi, j'ai raison, quelqu'un d'autre par rapport à lui aura raison aussi, et le troisième aura aussi raison. C'est ce qui fait que certains peuvent voter en politique à gauche et avoir raison finalement, d'autres à droite et avoir raison, d'autres centristes et avoir aussi raison. On peut penser différemment et pour autant avoir tous raison. Il faut arrêter de vouloir changer les gens. S'ils se comportent de cette manière, c'est qu'ils se comportent comme ça avec tout le monde. C'est juste que cette personne a une vision différente de la vie que toi. Parfois, ce sera similaire à la tienne.
Et vous serez compatibles. Parfois, vous serez juste pas similaires. Mais ce n'est pas dirigé contre toi spécifiquement. Quelqu'un qui t'insulte à 16 heures a probablement insulté quelqu'un d'autre la semaine d'avant de la même manière. Et encore quelqu'un d'autre la semaine d'avant exactement de la même manière. Il fait tout le temps ça. C'est pas toi qui es responsable de ça. Il y aurait même quelque chose de prétentieux à se dire « cette personne n'agit comme ça que avec moi ». Même par exemple dans un couple. Tu as l'impression que, par exemple, ton partenaire te manque de respect. Et tu te dis, il le fait exprès pour m'énerver. En fait, non. Dans toutes ces relations précédentes, cette personne s'est comportée de la même manière. Exactement de la même manière, avec exactement les mêmes phrases. Et il a rendu les gens fous à chaque fois, pile de la même façon. Il est donc important de voir la réalité du terrain, c'est-à-dire en gros, faire un pas en arrière, observer, comprendre la réalité de chacun, à qui tu as affaire comme type d'individu, sortir du déni qui est une forme de vision idéale de la vie comme toi tu la souhaites, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu as ta vision, tout le monde la respecte, d'autres ont d'autres visions et c'est respectable aussi. Et il est important de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre. Et surtout, pourquoi est-ce que tu traînes avec ces gens-là ? Si quelqu'un a tendance à t'agacer en permanence, ou te mettre en insécurité, ou te rendre nerveux ou anxieux, ou alors tu as l'impression que cette personne te trompe en permanence, qu'est-ce que tu traînes avec lui? C'est son mode de fonctionnement. Et ce n'est pas toi spécifiquement qui déclenche ça chez lui, c'est que cette personne a toujours été comme ça. Il faut donc comprendre son mode de fonctionnement pour savoir à qui tu as affaire et le respecter. Et savoir que dans tous les cas, il ne fait pas ça exprès pour te rendre fou. Il faut aussi savoir que les gens ne font pas des choses folles. Admettons qu'il y ait une espèce de traînée lumineuse devant vous. C'est-à-dire une somme d'actions qu'on pourrait faire avec une limite. Admettons un faisceau lumineux et les gens pourraient se comporter un peu comme ça ou un peu comme ça. Mais finalement, ce faisceau serait assez étroit et les gens se comportent toujours de la même manière. Il est assez rare que quelqu'un fasse quelque chose qui serait inconsidéré ou totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Les gens sont routiniers à 99,9% et restent toujours sur ce faisceau d'action et ils ne changent pas trop. Je vous donne quelques exemples, j'aurais pu en mettre réellement des centaines, j'ai essayé d'en trouver quelques-uns qui étaient assez significatifs et qui sont assez récurrents dans nos propres vies. Première phrase qu'on me répète souvent, cet homme me ment. Alors on va voir après ça, là on voit le mensonge, on va voir les pervers narcissiques après, on va voir la colère, on va voir ceux qui te cherchent. Premier exemple, cet homme me ment. Par exemple en couple, tu es avec un homme ou avec une femme qui te ment de temps en temps et tu te dis, il fait ça exprès pour me rendre folle, pour m'énerver. Il fait ça parce qu'il me manque de respect, parce qu'il n'y a pas d'amour. En réalité, si cet homme te ment, c'est qu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. On parle parfois de peur morbide, d'une anxiété qui serait atroce, qui fait que cette personne est obligée de mentir. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais surtout ce que je te dis, c'est fais un pas en arrière et comprends pourquoi est-ce que cette personne ment de manière globale, et pas seulement avec toi. Il ment peut-être aussi à tes enfants, à ta famille, à sa famille, à ses collègues de bureau, à tous les gens qui l'entourent. Une personne ne ment pas qu'à une seule personne. Et ensuite, pose-toi la question de est-ce que je veux rester avec quelqu'un dont la réalité ou le fonctionnement psychologique est basé là-dessus, sans le juger, sans dire que c'est mal ou c'est bien. Oui, bien sûr, par rapport à ton système de pensée, c'est mal, mais par rapport au sien, c'est quelque chose de vital et de nécessaire. Par exemple, une personne qui est dépendante affective peut mentir. D'exemple assez classique. Dépendant affectif, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Dépendant affectif est à son travail. Son mari ou sa femme l'appelle et dit « Où est-ce que t'es? Tu es en retard ». Dépendant affectif répond « Je suis sur la route, j'arrive ». Il n'est pas sur la route, il est au bureau. Mais comme il a peur de froisser l'autre, de lui faire du mal et donc de se faire rejeter, il va faire un petit mensonge. Ça s'appelle un mensonge blanc. C'est pas très grave, mais c'est un mensonge. Et peut-être que dans son quotidien, il fait chaque jour 5 mensonges, 10 mensonges ou 30 mensonges. Mais il y a d'autres pathologies, il y a d'autres cas de figure où finalement l'autre va mentir en pensant que c'est la bonne chose sans se rendre compte qu'il est en train de couper la branche sur laquelle il est assise. En gros, il ment pour arranger les choses, mais ça va faire qu'empirer le système au final. Un pervers narcissique, on se dit que c'est des personnes qui sont des démons, des diables, mais si on regarde un peu la manière structurelle dont leur cerveau est fait, c'est des personnes qui n'ont pas le choix que de se comporter comme ça. Des gens qui sont vides, qui ressentent une angoisse, encore une fois, de mort en permanence, qui se sentent inutiles. Et si je te posais la question, est-ce qu'un cobra peut se transformer en mouton gentil un jour ou en chat, tu me dirais non. Là, c'est pareil. Un cobra n'a pas le choix que d'être un cobra. Un pervers narcissique n'a pas le choix que d'être comme ça, sinon il s'effondrerait sur place. Certaines
personnes, certains profils psychologiques n'ont pas d'autre choix que d'être comme ça. Et c'est pas dirigé contre toi, c'est juste la réalité des choses, qu'il existe des gens qui sont réellement différents de nous. Reprenons l'exemple d'une personne qui te critique. Cet homme me critique, ça me critique, je le déteste. Je trouve ça injuste. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à moi? Je le déteste. Ou alors peut-être qu'il a raison, il me critique, mais finalement je ne suis pas si bien que ça. On est en train de mettre une importance incroyable à la critique de quelqu'un, que ce soit un inconnu ou quelqu'un qu'on connaît bien. L'autre te critique, qu'importe. Il y a 1000 possibilités. Si ça se trouve, l'autre est en train de faire une dépression, ou alors il a une haine des femmes ou des hommes, ou alors il a un mauvais modèle parental, ou alors il a juste passé une mauvaise journée. Mais ça ne te correspond pas à toi. Ce n'est pas toi qui es mis en cause, c'est juste cette personne qui est toujours comme ça. Baisse la pondération de la critique qu'il t'envoie. Il y a quelques années de ça, j'ai fait des dates Tinder. J'en ai fait 5 en 5 jours, avec 5 femmes différentes. La première me trouve trop mou, trop lent. La deuxième me trouve trop excité, trop rapide. La troisième me trouve trop sportif. La quatrième me trouve pas assez sportif. Imaginons que j'ai rencontré ces femmes séparément et que je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, elle a raison. » Là, en fait, le fait de rencontrer plein de personnes qui pensent des choses différentes vient valider la chose. Peut-être que tu me penses trop sportif parce que tu l'es aussi. Peut-être que tu me penses trop mou parce que tu es aussi trop molle. Et c'est probablement quelque chose qui est projectif. Les gens te projettent leur propre critique interne. On devient observateur, on comprend que ces critiques n'ont rien de personnel, que ça n'a rien à voir avec nous, et on se pose la question, est-ce que ma vision de la vie est compatible avec la leur? Est-ce que ma vérité ou le monde idéal que j'imagine pourrait contenir ces gens-là ou pas du tout? Et s'ils ne rentrent pas dans le modèle, on les voit moins, on les dégage de notre vie. Réalise aussi bien quelque chose, on peut être parfois avec 10 personnes, comme par exemple avec 10 amis, qui seront tous différents de toi. Et là, forcément, quand 10 personnes pensent la même chose, on se dit que le problème c'est nous. Sauf qu'en réalité, on est 7 milliards sur Terre, si ça se trouve, il n'y a que ces 10 personnes-là qui pensent comme ça. Dans un autre groupe, tu serais quelqu'un qui serait génial. Il faut accepter d'être critiqué par des gens qui ne te ressemblent pas. Et aussi, accepter parfois de savoir mettre de la distance et de retrouver son bonheur et son calme intérieur. Ça te rendra plus séduisant, plus confiant et surtout tu feras les bons choix ensuite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et allez pour m'appeler. Salut à tous, bye.